Nouvelle vidéo, on va regarder aujourd'hui en histologie une coupe transversale, mais aussi une coupe longitudinale de rein. Et on va regarder également la glande surrénale. Donc on a un long programme ici qui nous attend. Et donc c'est parti tout de suite au petit grossissement. Voilà ce que ça donne. Alors on ne peut pas voir le rein en entier malheureusement au petit grossissement, hein, même si je me déplace sur la totalité. Là c'est une coupe longitudinale de rein, probablement de rat, même si j'ai pas l'information. Donc qu'est-ce qu'on repère sur cette coupe? Alors déjà la glande surrénale, on commencera par ça tout à l'heure, une fois qu'on se sera bien repéré. Donc c'est l'ensemble ici qui est sur le dessus du rein, donc sur la gauche de l'image ici, hein, donc tout ça c'est la glande surrénale. Ici donc on est du côté avant de l'animal, hein, et de l'autre côté ici à l'arrière. Alors ensuite on voit qu'il y a un petit peu deux couleurs au niveau du rein, deux zones. Une zone qui correspond au cortex, ici, avec des éléments un peu ronds, là, ici, qui sont les corpuscules de Malpighi, qui contiennent donc la capsule de Bowman et le glomérule sanguin. Et de l'autre côté de ce cortex, où il y a également le tube contourné proximal et distal, on va avoir ici la médula. La médula qui est caractérisée par son gradient médulaire. Ici, on n'a pas de pyramide, hein, chez les rongeurs. Donc la médula avec un gradient médulaire et qui va elle contenir des canaux collecteurs de l'urine, mais aussi des prolongements de l'anse de Henle, hein, qui descend jusqu'au bout de la médula. Et donc cette médula, elle va présenter un gradient osmotique, elle est beaucoup plus concentrée en soluté que le cortex. Et on voit ici que donc, la médula, elle va venir converger ici, hein, au centre du rein, et l'urine va être collectée au niveau du bassinet, ici au centre du rein. On repère là au passage sur le côté deux vaisseaux sanguins. Hop, on peut aller voir un petit peu plus près. Voilà. Donc le rein, c'est un organe qui est véritablement, donc, ici une veine, ici une assez grosse artère. On voit la capsule conjonctive ici. Le rein, c'est véritablement un organe qui est très irrigué. Il va capter un débit sanguin très important. Il est proche du cœur, hein, et c'est normal puisque son but, c'est de filtrer le sang. Alors, on va aller voir la glande surrénale maintenant. Hop, donc on va aller ici. On voit bien que cette glande surrénale, elle se compose en deux parties. La cortico-surrénale, hein, donc le cortex, qui représente toute cette épaisseur-là, c'est la plus volumineuse, et puis au centre ici, la médulo-surrénale, glande médulaire, hein, avec des productions hormonales qui vont être différentes. Alors si on regarde un petit peu le cortex, ici, voilà, on distingue normalement trois zones, mais qui ne sont pas très visibles ici. Une zone glomérulée, avec des cellules assez rondes ici. Cette zone glomérulée, c'est elle qui va produire l'aldostérone, un minéralocorticoïde qui permet de réabsorber de l'eau et du sodium au niveau rénal. Cette aldostérone, hein, c'est une des hormones très importantes du système rénine, angiotensine, aldostérone, on va en reparler. Donc zone glomérulée, c'est plutôt l'aldostérone. Ensuite, ici, on a des fils de cellules. Donc ça, c'est la zone fasciculée, ici, qui va se prolonger derrière, une zone où les fils vont former un réseau plutôt, hein, c'est moins distinct ici, qui est la zone réticulée. Alors la zone fasciculée, elle produit des glucocorticoïdes, notamment le cortisol, hein, qui est une hormone de stress, un anti-inflammatoire. Et puis ici, au centre, voilà, plus proche de la médula surrénale, la zone réticulée va produire majoritairement des gonadocorticoïdes, c'est-à-dire des hormones qui sont identiques aux hormones produites par les gonades, notamment de la testostérone, hein, c'est une des sources principales avec les ovaires de testostérone chez la femme par exemple. Donc ça c'est pour la partie corticale, on va quand même aller voir les cellules d'un petit peu plus près. Voilà. Donc à ce niveau-là, la zone glomérulée, ensuite les fils de cellules avec la zone fasciculée. On devine par endroit, hop, voilà. Ici, là notamment, ces petits points un peu noirs là, ici, qui correspondent à des hématies, hein, qui se sont un petit peu contractés. Et donc là, en fait, il y a beaucoup de capillaires sanguins. C'est normal puisque c'est un organe endocrine. Hein, il faut qu'il y ait une vascularisation assez importante. Alors, on trouve des capillaires sanguins ici sur le dessus, ou là encore.
et la zone réticulée, donc qui correspond plutôt à cette zone. On arrive ensuite dans la médullo-surrénale, donc qui est ici beaucoup plus claire, avec des cellules assez grosses. Et ces cellules, en fait, elles vont être innervées, donc il y a des cellules nerveuses qui vont venir s'intercaler. Elles vont être innervées par le système nerveux sympathique, et c'est elles qui vont produire les catécholamines circulant dans le sang, notamment l'adrénaline et un petit peu de noradrénaline. Et on voit donc ici encore des hématies, et donc des vaisseaux sanguins, des vénules, notamment, qui vont venir récupérer, enfin qui vont irriguer cette médullo-surrénale. Voilà, on retrouve ici une vénule un petit peu plus grosse. Ou encore ici, voilà, très grosse. Donc des vaisseaux sanguins qui viennent irriguer la médullo-surrénale et récupérer notamment ces hormones. Voilà, je reviens à un plus petit grossissement pour qu'on puisse se relocaliser un petit peu. Tant que la luminosité s'ajuste. Et voilà, donc ici les vaisseaux sanguins, la médullo-surrénale et la cortico-surrénale ici. Voilà pour la partie glande surrénale. Je vais changer de lame parce que j'ai une coupe qui est beaucoup plus jolie pour la zone corticale. Voilà, et on va passer à un plus petit grossissement pour se repérer. Voilà, donc là on est sur un rein qui est un petit peu plus gros, probablement un rein de cobaye, même si là encore j'ai pas de certitude. On voit bien ici la zone médulaire. Il y a un petit peu de tissu adipeux autour. Et puis ensuite, là, si je redescends, on a des faisceaux, là, ici, médulaires également. Et puis on arrive dans la zone corticale avec les glomérules qui sont vraiment très très faciles à distinguer ici. Donc chacun de ces ronds ici, c'est un glomérule sanguin qui appartient à une structure qui est le corpuscule de Malpighi. Et on va aller voir ça d'un petit peu plus près. Donc ça a l'air super. Voilà, donc là, on a des glomérules. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc dans ces glomérules, il y a une circulation sanguine qui se fait avec une pression assez importante. Waouh. Ça, c'est top. Je vais vous expliquer pourquoi. Et donc, c'est cette pression de circulation qui fait qu'on va avoir une pression de filtration qui est la résultante en fait d'une pression osmotique intraglomérulaire, intracapsulaire ici, et la pression de filtration, la pression sanguine. Alors ici, je repère un peu mes mots, on a un très très beau glomérule. On voit bien, je vais essayer de faire une belle mise au point. Voilà, on voit bien ici la paroi de la capsule de Bowman qui entoure le glomérule sanguin. Alors dans ce glomérule, on a des capillaires sanguins, on les devine ici, qui sont recouverts de cellules particulières, les podocytes. Et donc, ça forme tout un ensemble pelotonné. Et le sang va être filtré à ce niveau-là, il va sortir et former un filtrat, enfin, il y a un filtrat qui va être formé au niveau de la capsule. Et ici, on va avoir immédiatement l'ouverture du tube contourné proximal, avec donc les premières cellules du tube contourné proximal. Ce tube contourné proximal, il est très important pour les réabsorptions, et donc c'est un épithélium qui est spécialisé dans le transport. On en voit plusieurs sections transversales ici, il y en a également ici, et la particularité c'est que les cellules sont ciliées, et donc on peut le voir en faisant varier la mise au point. Un petit peu, là on devine que c'est cilié ici. Voilà, et donc ce sont des microvillosités en fait. Et ces microvillosités, elles augmentent la surface d'échange pour les réabsorptions. On voit également un grand nombre de capillaires sanguins. On en a un ici, un autre là. On devine là tous ces petits éléments granuleux qui correspondent à des hématies. Donc entre chaque tube, il y a des capillaires sanguins qui vont venir récupérer les éléments qui ont été réabsorbés. Le glucose par exemple. Donc là on voit bien que notre filtrat arrive dans le tube contourné proximal, il va suivre tout un tas de contours. Et alors là, ce qui est particulièrement chouette à observer ici, c'est cet élément-là, à proximité du glomérule, donc c'est l'appareil juxtaglomérulaire. En fait, on a le glomérule, le tube contourné proximal, l'anse de Henle, on y reviendra, et le tube contourné distal.
Et le tube contourné distal, en fait, il vient s'accoler généralement au glomérule. Alors, on ne le voit pas souvent, hein, mais ici, on a le tube contourné distal. On voit que les cellules ne sont pas ciliées. Du coup, la lumière à l'intérieur du tube est beaucoup plus grande. Hein, on voit que c'est beaucoup plus clair que pour le tube contourné proximal, où c'est souvent un peu encombré. Hein. Voilà. Ici, c'est beaucoup plus clair. Et donc, ce tube contourné distal, il a des cellules particulières qui vont capter l'osmolarité du filtrat. C'est les cellules de la macula densa, elles sont ici. Et elles vont pouvoir agir par voie paracrine sur des cellules qui bordent les capillaires sanguins. Alors, on ne les voit pas ici. Hein. Et ces cellules donc, qui bordent les capillaires sanguins, elles vont pouvoir ajuster le débit de filtration glomérulaire. Et donc là, on a l'appareil juxtaglomérulaire hein, qui est vraiment très joli. Simplement, on ne voit pas les capillaires sanguins. Voilà. Et donc, du tube contourné distal accolé au glomérule. Voilà, on va retrouver d'autres zones du tube contourné distal ici. Hein. C'est assez net. On voit bien que la lumière est très importante par rapport au tube contourné proximal. Ici, par exemple, hein, où on voit toujours les microvillosités. Donc un tube contourné distal ici, un capillaire sanguin, à nouveau un tube contourné distal, et ici du contourné proximal. Donc tout est vraiment emmêlé, resserré. Hein. Ici à nouveau un glomérule, avec du tube contourné distal là, proximal ici. Voilà, donc se balader, ça c'est pas mal. Ah oui, ça c'est vraiment pas mal. Donc là, on a à nouveau un glomérule avec la capsule de Molan. Tout ça, c'est un corpuscule de Malpighi. On voit qu'il est un peu double ici. Et alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que là, on voit un capillaire sanguin. Alors, c'est pas un capillaire en fait, hein, c'est l'artériole afférente qui arrive pour irriguer ce glomérule. Et donc, c'est cette artériole qui est entourée des cellules granuleuses. Voilà, on les voit ici. Hein. Celle-là, probablement, peut-être celle-là également un petit peu. Cellules granuleuses, ici les cellules mésangiales. Ces cellules granuleuses, elles ont plusieurs fonctions. Elles vont produire la rénine, donc dans le système rénine-angiotensin-aldostérone. Et elles ont également une fonction vasomotrice, puisqu'elles vont pouvoir réguler le débit hein, de l'artériole afférente avant le glomérule sanguin. Voilà, donc là encore, ça c'est une partie de l'appareil juxtaglomérulaire, c'est ce qui nous manquait tout à l'heure, hein, avec donc ces cellules qui peuvent se contracter autour de l'artériole afférente. Et ici, alors, des cellules mésangiales, c'est cellules qui produisent le PO, ou des cellules du TCD, les cellules de la macula densa, mais on ne voit pas le tube. Voilà, bon, on a d'autres glomérules, hein, qui sont vraiment très jolis. Voilà, on peut repasser un plus petit grossissement. Voilà, donc la lumière bien claire, tube contourné distal, un peu plus foncé, tube contourné proximal. Des éléments sanguins ici. Et donc ici, on arrive vers la partie médulaire qui se compose de deux types de canaux principalement. Des canaux collecteurs ou tubules collecteurs, et puis l'anse de Henle. L'anse de Henle qui présente deux diamètres différents selon qu'on est dans le segment grêle ou le segment large de l'anse de Henle. Alors c'est pas facile à repérer sur ces coupes-là parce qu'on avait des coupes longitudinales. Du coup, on va utiliser une troisième lame où on a une coupe transversale de rein cette fois. Voilà. On jette un dernier petit coup d'œil ici. La zone corticale, avec donc les très nombreux glomérules sanguins. Il a vraiment une bonne densité. Alors, dernière lame ici, on va avoir la coupe transversale. Donc, on retrouve une zone glomérulaire, corticale, pardon, et puis au centre, la zone médulaire, sauf que cette fois, au lieu d'avoir une coupe longitudinale, je vais avoir une coupe transversale,
ce qui sera plus facile pour identifier les canaux. Alors déjà là, on devine qu'il y a des canaux qui sont plus larges, hein, et d'autres plus étroits, hein, on voit juste des tout petits points lumineux. On va voir ça un peu gros. Alors, qu'est-ce qu'on repère ici? On a déjà tout ce qui est en rose ici, là, ce sont des hématies, et donc on est dans des vaisseaux sanguins, des capillaires, notamment les capillaires des vasa recta. Ce sont des capillaires donc, qui sont droits, c'est ça que veut dire vasa recta, c'est le vaisseau droit, hein, qui vont accompagner et longer l'anse de Henle qui vient faire donc, une boucle dans la médula rénale. L'anse de Henle, il y a une partie descendante, qui est un canal étroit, une partie ascendante grêle qui est également étroite, hein, grêle ça veut dire étroit, et puis ensuite une partie ascendante large. Alors ici donc on a les vasa recta et puis les parties grêles, donc descendantes ou ascendantes étroites, hein, sont les zones où on a une lumière assez petite, des cellules assez aplaties, mais pas d'érythrocytes à l'intérieur. Si j'ai pas d'érythrocytes, c'est que c'est pas un vasa recta. Si j'ai pas d'hématies, c'est que c'est pas un vasa recta. Donc ici, par exemple, ici, ici, ici. Tout ça, ça va correspondre à de l'anse de Henle. Et puis ensuite, on a des tubes qui sont avec un diamètre un peu plus gros. On en a là, par exemple, hein, 5 qui sont accolés. Alors là, c'est assez délicat de faire la différence. Voilà. On va pas les différencier, nous, c'est un peu technique. Certains vont correspondre au segment large de l'anse de Henle, et d'autres, notamment ceux où on a des cellules qui sont vraiment volumineuses, très carrées, un peu comme celle-là par exemple, vont correspondre au canal collecteur ou au tubule collecteur qui vont collecter l'urine de plusieurs néphrons. Il est bon de se rappeler au passage en termes de fonction que l'anse de Henle permet de créer le gradient osmotique médulaire et le canal collecteur, lui, il va être sensible à l'ADH et il va permettre une réabsorption facultative d'eau. Voilà, donc en gros, moi ce que je veux qu'on repère ici, c'est les deux types de canaux. Ah, j'ai plus d'image. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, le microscope s'est mis en veille. Parce que je l'utilise depuis trop longtemps. Voilà, deux types de canaux. Donc les gros, canaux collecteurs ou segments larges de l'anse de Henle, et des fins, qui peuvent être alors, éventuellement des vasa recta ou des segments grêles de l'anse de Henle, descendants ou ascendants. Voilà pour cette partie sur la médula et sur le rein en général et la glande surrénale. Donc le rein, c'est au final un organe qui est assez complexe, qui a une place privilégiée dans le système circulatoire puisqu'il va filtrer le sang. C'est également un organe endocrine, hein, qui est associé à une glande endocrine, la glande surrénale. Et donc, c'est en quelque sorte la station de contrôle à la fois de la volémie, de la composition sanguine. Il va permettre d'éliminer la plupart des déchets en agissant de concert avec le foie. Et donc, on voit bien toutes ces fonctions avec la structure du néphron, hein, à savoir corpuscule de Malpighi, tube contourné proximal, anse de Henle, tube contourné distal, qui vient s'accoler au niveau de l'appareil juxtaglomérulaire, et enfin le canal collecteur. Voilà pour cette vidéo.